Nouvelle édition de Défense, 1h30 pour mieux comprendre et analyser la situation sécuritaire de cette dernière semaine. Avec moi, pour commencer, Shani Guidalia, merci d'être avec nous. Vous allez commencer d'abord sur l'historique des éliminations ciblées. Oui Mathias, on parle d'éliminations ciblées par hélicoptère, par des avions de chasse, par la marine et aussi par des soldats d'infanterie qui ont été réalisés contre les hauts dirigeants d'organisations terroristes. Alors première élimination dont je vais parler, celle d'Ahmed Yassine, donc le fondateur et le dirigeant spirituel du Hamas qui a été assassiné en 2004. Il sortait de la mosquée, entouré de ses gardes du corps. À ce moment-là, des hélicoptères de Tsahal qui étaient escortés par des F-16 pour masquer le bruit des hélices ont ciblé Ahmed Yassine et lui et ses gardes du corps ont été tués sur le coup. Son bras droit, qui s'appelle Abdelaziz Al-Rantissi, lui a succédé seulement pendant 25 jours, puisque après 25 jours, lui aussi a été éliminé par une frappe d'un hélicoptère israélien sur sa voiture. Autre élimination, celle de Yahya Ayash, l'un des principaux chefs des brigades Ezzedine Al-Qassam, qui a été tué en 96 par une bombe cachée dans son téléphone portable. Autre élimination, celle d'Ahmed Jabari, le chef de la branche militaire du Hamas qui avait dirigé le kidnapping de Gilad Shalit en 2006, et son élimination a marqué le lancement de l'opération Pilier de Défense en 2012. Et enfin, un autre exemple, celle de Sayed Abbas al-Moussaoui. Il était le leader du Hezbollah entre 91 et 92 et il a été éliminé par Tsahal en 92. Merci Shani, vous revenez dans un instant, restez avec nous. Ouzi Rabi, merci de répondre à nos questions. Où étiez-vous hier soir vers 5h30 et est-ce que vous avez été surpris ? À vrai dire, c'était surprenant. La vitesse à laquelle ça s'est passé était surprenante. Je pensais que cela aurait lieu, mais je pensais que ça aurait lieu plus tard. Il faut prendre en compte que les Israéliens ont dit, et le chef du Mossad l'a redit aujourd'hui, que tous ceux qui ont été impliqués dans le massacre du 7 octobre, eh bien, méritent la mort. Et Salah Harouri est sans aucun doute l'esprit qui a soufflé derrière l'union de tous les fronts contre Israël. Sauf que, Ouzi Rabi, il y a cette phrase qu'on l'on dit généralement, Ahlan wa sahlan, sharq al-awsat. Rien de nouveau sous le soleil. Des éliminations, il y en a eu. Qu'est-ce que celle-ci va changer ? C'est pendant une guerre. Et l'élimination de cette personnalité précise est significative parce que c'est le membre du Hamas le plus haut gradé concernant les relations entre le Hamas et le Hezbollah. Et donc c'est un coup porté sur le plan organisationnel et aussi sur le plan symbolique. Il faut garder à l'esprit qu'Israël fait là quelque chose qui dit à tout le monde: il n'y a pas d'immunité où que vous soyez. Si vous avez pris part à ces événements du 7 octobre, c'est aussi important pour les Israéliens de le voir. Pour les Israéliens qui se sentent dans l'insécurité suite au 7 octobre. Et il me semble qu'Israël rétablit un peu de son honneur, mais c'est aussi un coup d'image très important. Je pense que c'est très important, cela fait partie de l'effort de guerre. J'aimerais durcir vos propos. Vous dites que n'importe quel responsable du Hamas qui a commandé les opérations du 7 octobre peut être dans la ligne de mire. Pourtant, on ne semble pas vouloir opérer du côté d'Israël au Qatar. C'est vrai. Mais ceux qui veulent être hors d'atteinte doivent rester effectivement au Qatar. Mais vous savez que Khaled Mashal et Ismail Haniyeh, eh bien, ils voyagent. Puisqu'ils font partie du bureau politique diplomatique du Hamas, et je suis sûr qu'Israël trouvera le moment opportun. Si on connaît l'histoire d'Israël, si on écoute ce qu'a dit le chef du Shin Bet, c'est ce qu'on a fait par exemple avec tous les membres de Septembre Noir qui ont commis le massacre en 72 à Munich. Et ceux qui ont commis le massacre du 7 octobre ont fait quelque chose d'encore plus terrible. Donc je pense qu'Israël
Israël fera rendre des comptes à tous ces personnes, un par un, et ces gens qui ont prié en reconnaissance le 7 octobre, on a déjà Salah Houri qui n'est pas là, Ismaël Nia, les autres aussi, eux aussi paieront le prix. C'est extrêmement important pour les Israéliens et aussi pour que le Proche-Orient le voit. Israël doit agir de manière plus déterminée, de manière plus responsable et surtout doit faire respecter ses propos. Et cela aura un impact pour les générations à venir. Est-ce que l'élimination d'un terroriste comme Salah Harouri a le même impact qu'un chef de guerre, par exemple, comme Salah Shradeh, qui avait été éliminé dans la bande de Gaza? Au niveau des hommes, parce que force est de constater que Yahya Sinwar, ce soir, ne pleure pas la mort de Salah Harouri. C'était un concurrent pour la direction du Hamas. Ça vous fait Oui, il ne pleure probablement pas parce que c'était un rival politique. Il est aussi possible que leurs relations interpersonnelles aient été mauvaises. Mais Harouri se voyait comme le prochain dirigeant du Hamas après Sinwar. Mais il y a une chose commune entre les deux hommes. De la même manière que Sinwar est fort dans la bande de Gaza, Harouri était fort en Judée et Samarie. Et ils étaient aussi durs l'un que l'autre à l'égard d'Israël. Les deux ont fait de la prison en Israël, ils parlaient les deux hébreux et ils connaissent les sensibilités de la société israélienne. Et l'architecte de tous les enlèvements, c'est Harouri plus que Sinwar. Il a bien compris et cet outil, il l'utilisait, c'était une personnalité centrale de l'appareil du Hamas et donc c'est très important de l'avoir éliminé. On peut faire le parallèle effectivement avec l'élimination de Salah Shradeh. Il y a là un coup dur porté à l'organisation. J'espère qu'Israël, que Tsahal se trouve en ce moment à Khan Younes. Je sais que l'intensité des combats va en augmentant. Israël se rapproche des otages et des dirigeants du Hamas. Peu importe le temps qu'il faudra, tout se trouve dans ce périmètre de Khan Younes et j'espère qu'on entendra de bonnes nouvelles dans les jours à venir. Puisque vous parlez d'efforts régionaux, lorsque Hassan Nasrallah, le Saïd, et Chani a très bien parlé de Moussaoui, le prédécesseur de Hassan Nasrallah, est-ce que Hassan Nasrallah, quand il dit « je ne suis pas un fief, je ne suis pas un proxy de l'Iran, je suis un partenaire de l'Iran », est-ce qu'il ne s'est pas vu trop beau? Oui, c'est ce qu'il dit. Mais il n'est pas un partenaire de l'Iran. L'Iran, c'est le patron du Hezbollah. L'Iran a créé le Hezbollah. Le problème, c'est que Nasrallah est libanais. Et il a besoin, en fin de compte, de parler aux Libanais. Il doit aussi prendre garde, parce que toute action qu'il fera contre Israël, eh bien, ceux qui paieront le prix, c'est le Libanais et le Liban. Ceux qui font tous les calculs en coulisses, c'est l'Iran. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il n'a pas dit grand-chose dans son discours. Probablement qu'il dira quelque chose vendredi, il veut réagir, mais il sait que sa réaction doit être modérée pour ne pas entrer dans une guerre totale. Chani, il y a eu d'autres éliminations ciblées. Oui, je vais donner d'autres exemples. Pendant les représailles de Munich, il y a 50 terroristes haut placés de l'OLP qui ont été tués. Et parmi eux, il y avait l'adjoint de Yasser Arafat qui s'appelle Abou Youssef, qui était responsable du massacre des athlètes. Il y avait Kamal Adwan, le chef des opérations de l'OLP. Et il y avait également Kamal Nasser, le porte-parole de l'OLP. Ils ont été éliminés par Sayeret Matkal, donc l'unité d'élite des forces spéciales. Ensuite, un autre exemple, l'élimination de Fatri Shakaki, le fondateur du djihad islamique palestinien, qui a été assassiné à Malte en 1995 par les services secrets. Il revenait d'un voyage en Libye où il avait rencontré Muammar Kadhafi. Et le dernier, c'est Khalil Al-Wazir, qui est aussi connu sous le nom de Abu Djihad, l'un des fondateurs du Fatah. C'était le numéro 2 de l'OLP et le chef de son aile militaire. Il a été assassiné le 12 avril 1988 par un commando israélien. Donc on voit qu'Israël a mené plusieurs éliminations ciblées contre des hauts dirigeants. Sauf que ces dernières années, le gouvernement israélien a préféré éviter de nuire complètement aux dirigeants du Hamas pour éviter de déclencher une guerre. Sauf que maintenant, avec la guerre actuelle, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ont dit qu'ils devaient traquer
tous les terroristes du Hamas jusqu'au dernier, que ça devrait prendre plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'unité Nili du Mossad a été créée pour traquer et éliminer... Shabak. Oui, du Shabak, pardon, merci. A été fondée. Alors justement, Ouzi, ça sera ma dernière question très rapidement, sinon je vais me faire gronder en régie. Est-ce que Israël, vous parlez de redorer le blason pour le Mossad, est-ce qu'il ne faut pas envoyer des unités d'élite à l'extérieur à aller traquer des chefs terroristes? Il faut le faire d'abord en fonction pour améliorer les relations entre les dirigeants israéliens et les Israéliens. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu à Dahia, ça n'est peut-être pas le Mossad, c'est plus le Shin Bet et l'armée de l'air. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais sachez que ces gens-là, c'est un serment fait par Israël. Je sais que Fatih Shkaki, c'était à Malte et Abu Jihad des États-Unis, on le sait bien. Là, on avait des individus, là, on a un groupe, et Israël a fait le serment de frapper jusqu'au dernier d'entre eux. Et cela sera fait, c'est important pour l'honneur d'Israël et pour sa stature au Proche-Orient. Merci. Ouzi Arbi, pour être avec nous. Chani, en attendant, l'information continue, bien évidemment, et dans la bande de Gaza surtout. Oui, je vais parler un peu de ce qui se passe actuellement, les combats qui continuent dans la bande de Gaza. Israël s'apprête à passer à la phase 3 de son opération, puisque la phase 2 a presque été terminée. Et c'est dans cette phase 3, la plupart des raids et des opérations terrestres devraient se dérouler à distance et pas directement sur le terrain dans la bande de Gaza. Donc pendant la phase 2, l'armée a réussi déjà à éliminer une grande partie des menaces du Hamas, à réduire les tirs de roquettes, puisque au début du conflit, il y avait plusieurs centaines de roquettes qui étaient tirées par jour. Là, on en a à peu près une dizaine ou une quinzaine, et aussi à détruire la majorité des infrastructures militaires. Donc le problème, c'est que selon les experts militaires, la phase 3 sera plus longue, mais surtout moins intense. Et le problème, c'est que ça pourrait permettre au Hamas de se réarmer militairement dans la bande de Gaza. Et une information qui nous est parvenue aujourd'hui, malheureusement, un otage a été tué. Pour l'instant, l'armée israélienne ne sait pas. Alors ça s'est passé le 7 décembre, rassurons les téléspectateurs, mais on ne sait toujours pas, du côté de l'armée israélienne, quelle balle a tiré. Exactement, cet otage c'était Sar Barour qui a été enlevé au kibbutz Be'eri le 7 octobre. Donc ça, elle a informé sa famille justement qu'il avait été tué lors d'une opération de sauvetage ratée le 7 ou le 8 décembre. Et d'ailleurs pendant cette tentative, il y a 2 soldats de Tsahal qui ont été grièvement blessés. Mais comme vous l'avez dit, l'armée n'est pas en mesure de dire avec précision est-ce qu'il a été tué par le Hamas ou est-ce qu'il a été tué par des tirs israéliens. Sachant effectivement également qu'il y a aussi une autre information dans les tunnels de Shifa. Oui, alors voilà, cette information, ça concerne justement l'hôpital, puisqu'on sait que ces dernières semaines, les soldats du génie militaire, mais aussi les forces spéciales ont détruit le tunnel qui se trouvait sous l'hôpital Shifa. Là, l'information qui est sortie, c'est sur le tracé du tunnel. Le tunnel s'étendait sur 250 mètres. Et ce tunnel en question reliait plusieurs centres terroristes du Hamas. Donc on voit que les tunnels ne servaient pas seulement à se déplacer dans la bande de Gaza ou à s'infiltrer en Israël, mais aussi à relier plusieurs complexes terroristes entre eux. Merci Chani. Allez, on enchaîne. Mishka Ben David, ancien officier du Mossad et romancier, merci d'être avec nous. Je pose la question très clairement et elle doit être posée. Est-ce que Israël peut frapper coup sur coup, comme on l'a vu dans le passé, Ahmed Yassine d'un côté, Rantissi de l'autre? Est-ce qu'après Al-Arouri, le Mossad, le Shabak ou d'autres forces de sécurité peuvent frapper une deuxième fois tout de suite? La réponse est oui. Parce que les dirigeants du Hamas qui sont sur cette liste ne se trouvent pas dans la bande de Gaza, ni dans ces tunnels comme Sinwar ou Mohammed Def. Ils se trouvent au Qatar, ils vont en Égypte, ils vont en Turquie, et là-bas, ils sont dans des endroits où le Mossad peut les atteindre, même si ils sont protégés par les Turcs, les Qataris ou les Égyptiens. Alors,
Mishka Ben David, ce qui nous intéresse, c'est la question de savoir véritablement est-ce qu'il y a un impact, lorsque cet impact intervient pour les forces de renseignement comme le Mossad, est-ce que cela doit être suivi d'autres opérations ou une grosse opération suffit? Le Premier ministre a pris la décision qui a été réitérée par le chef d'état-major, par le ministre de la Défense, par le chef du Shabak. Il a été dit que le but était d'éliminer l'ensemble de la direction du Hamas et tous ceux qui étaient impliqués dans le massacre du 7 octobre. Alors, cela ne doit pas se faire immédiatement. Il y a des gens qu'on pourra tuer immédiatement et d'autres dont on n'a pas intérêt à les tuer immédiatement parce qu'ils participent, par exemple, au contact pour la libération des otages. Et ça n'est pas dans notre intérêt de s'en prendre à eux maintenant. Alors, à partir du moment où, effectivement, Al-Arouri a été éliminé, un incident a eu lieu aujourd'hui en Iran. Le département d'État américain dit que ce n'est ni les États-Unis ni Israël. Le président iranien impute la responsabilité à Israël. Est-ce que pour vous, ça a une empreinte d'une force de renseignement extérieure ou au contraire, c'est un règlement de compte interne ? Je suis presque certain que ça n'est pas un service de renseignement étranger, sûrement pas israélien ou américain. Les victimes des bombes qui ont été posées dans ces valises à l'entrée du cimetière étaient des civils. Ce n'étaient même pas les dirigeants iraniens ou les chefs des gardiens de la révolution. Donc il n'y a aucune logique à ce qu'un service d'espionnage s'en prenne à des civils. Le Mossad ne l'a jamais fait et il me semble que les services américains ne l'ont pas fait non plus. Je pense que c'est le fait d'une organisation qui s'oppose au régime iranien, mais une organisation qui n'hésite pas à tuer de nombreux civils. Et on pense immédiatement à Daesh, à l'État islamique, puisqu'ils ont des comptes à régler avec les Iraniens, et on sait bien qu'ils n'hésitent pas à tuer de nombreux civils. Ce qui est intéressant, Mishka Ben David, à l'instant, Uzi Rabi disait que c'est plus la marque du Shabak et des renseignements militaires israéliens, ce qui s'est passé à Beyrouth. Sans aucune confirmation, puisqu'Israël ne confirme pas, bien évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que, ou alors ça peut être n'importe quel service ? Israël n'a pas revendiqué, donc je ne peux pas dire avec certitude que c'était un service de renseignement israélien. Mais de manière générale, il est très clair que ce missile ou cette bombe a été envoyé d'un avion ou d'un drone. En ce qui concerne la question de savoir qui était capable de dire que le bureau du Hamas se trouvait au 3e étage de cet immeuble de 4 étages, qui pouvait savoir qu'à ce moment-là, Arouri et son entourage avaient une réunion, cela peut être le Mossad, cela peut être le Shabak. Historiquement, ceux qui travaillent en dehors des frontières d'Israël, comme à Beyrouth, ou en Syrie ou ailleurs, c'est le Mossad, le Shabak, lui est présent dans les frontières d'Israël et en Judée et Samarie dans la bande de Gaza. Mishka David, je ne sais pas qui, d'ailleurs je vais poser la question, est-ce que c'est un ancien agent du Mossad ou c'est au romancier ? Très clairement, est-ce que on peut penser, dans l'imaginaire, qu'il y ait une coopération internationale dans ce type d'opération d'élimination ciblée contre les têtes du Hamas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir peut-être
une coopération franco-américano-israélienne, comme cela s'est déroulé dans le passé, par exemple contre un imam Mournier? Je pense que dans le cas du Hamas, la réponse est négative. Parce que le Hamas est en guerre uniquement avec Israël. Il ne commet pas des attentats à l'étranger qui ciblent des citoyens européens ou américains. Et par conséquent, les Américains ou les Français n'ont pas d'intérêt à aider le Mossad dans cette affaire. Je suis assez convaincu qu'il n'y a pas eu de coopération internationale parce qu'on ne pouvait pas savoir quelle serait la réaction du Hezbollah après une élimination en plein cœur de Beyrouth, d'autant plus que Nasrallah a dit il y a quelques mois que si Israël s'en prenait, peu importe si elle s'en prenait à un Libanais ou un Palestinien, mais que cela se fasse sur le territoire libanais, le Hezbollah réagirait avec force. Et donc on sait bien qu'aussi bien les États-Unis que la France font de grands efforts pour empêcher justement l'élargissement de ce conflit qui existe actuellement, qui est aujourd'hui de faible intensité entre Israël et le Hezbollah. Donc il est évident qu'après une telle élimination à Beyrouth, personne ne peut deviner quelle va être la réaction du Hezbollah. Et le Hezbollah aurait très bien pu lancer des centaines de missiles de précision vers le cœur du territoire israélien. Israël aurait alors envahi le Liban. Et voilà, et la situation serait tout autre. Donc je suis assez convaincu que ni les Américains, ni les Français, ni une autre organisation n'a aidé Israël dans le cadre de cette opération. Ben c'est peut-être le titre de votre prochain roman. Merci Mishka Ben David d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Shani, je vous ai coupé brusquement parce que je devais absolument parler à Mishka. Rapidement, racontez-nous alors ce qui est en train de se passer et ce qu'Israël a découvert sous la bande de Gaza, sous l'hôpital Shifa. Alors, je reprends ce tunnel. Le tracé du tunnel s'étendait sur 250 mètres et menait à plusieurs centres de commandement du Hamas. Ils étaient reliés entre eux par ce tunnel. Donc on voit que c'est vraiment une toile d'araignée en réalité. Et donc tout ce complexe-là, le Hamas l'utilisait pour mener ses opérations terroristes. Donc on voit que le mode opératoire du Hamas, c'est une grande partie des opérations qui se passaient carrément sous terre. Donc les tunnels, encore une fois, ne servaient pas seulement à se déplacer dans la bande de Gaza ou à s'infiltrer en Israël, c'est que vraiment ça servait à mener ces opérations terroristes. Maintenant, une autre information qui a été révélée aujourd'hui, les États-Unis ont déclaré que le Hamas et le djihad islamique palestinien utilisaient l'hôpital Shifa comme centre de commandement, mais aussi y ont détenu des otages et ils ont évacué le complexe quelques jours avant que les forces israéliennes ne pénètrent justement dans le complexe sous l'hôpital Shifa. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que ces centres de commandement justement et c'est installé dans ces galeries aurait pu justement servir à positionner, à cacher les otages pendant plusieurs semaines. Oui, c'est exactement ça. C'est juste qu'ils ont évacué en fait le complexe avant que les Israéliens n'y pénètrent. Par contre, les services de renseignement n'ont pas révélé la teneur des éléments qui leur ont permis d'établir cette évaluation. Merci beaucoup, Shani. Allez, je me tourne maintenant en France vers Louis Saillant, c'est un nom d'emprunt. Vous êtes lieutenant de vaisseau, vous êtes ancien commando marine. Merci, Louis, d'être avec nous. Je vous ai demandé de venir, Louis, et de répondre à nos questions, parce que vous avez combattu le terrorisme et les djihadistes, et les djihadistes qui se fondent notamment dans le milieu civil. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti au cours de votre carrière ? Alors, je n'ai pas le son. Visiblement, vous ne m'entendez pas. En tout cas, moi, j'ai l'image. Je vous entends, je vous entends. Ah, ben, parfait. Alors, je disais, Louis, que vous avez combattu, bien évidemment, les djihadistes et les islamistes dans plusieurs endroits dans le monde. Et ce qui est intéressant, je vous ai demandé de venir en tant qu'ancien commando marine de l'armée française, c'est cette complexité lorsqu'on est soldat et soldat d'élite, de combattre finalement ce qu'on appelle des ghosts, des fantômes, puisque c'est des terroristes civils. Ouais, c'est vraiment une problématique qui est sempiternelle. Hein. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est très visible. Cette guerre de guérilla où en fait l'adversaire étant dépourvu
de moyens pour constituer une armée conventionnelle, finalement utilise le moyen le plus bon marché, finalement, qui est celui de se camoufler dans la population. Donc ça demande énormément de... Enfin, ça crée énormément de difficultés chez l'adversaire, parce que la principale difficulté, c'est bien sûr le discernement, arriver à discerner qui est qui. Et ça, malheureusement, ça demande énormément de moyens en amont en termes de renseignement, mais aussi énormément de moyens humains afin de pouvoir discerner sur le terrain qui est qui. Lorsque vous étiez sur le terrain, justement, le terrain de combat, est-ce qu'on dit que la dernière tentative des islamistes, c'est le suicide? Mais dans ce cas-là, comment on fait? Alors, bon, premièrement, il y a plusieurs options. Moi, je me suis beaucoup rendu compte au cours des différentes actions que j'ai eu la chance de voir ou de mener, que d'une part, il y a tout un spectre de combattants dans la guerre. Donc, il y a ceux qui sont vraiment déterminés, qui iront jusqu'au bout. Et il y a ceux qui sont moyennement déterminés, qui sont là parce que voilà, il y a une forme d'émulation, où ils ont été endoctrinés, etc. Puis il y a ceux qui sont complètement extérieurs à la chose et qui ont peut-être un peu de sympathie, mais sans plus. Et donc ça, c'est un spectre qui est très difficile à discriminer, et c'est finalement vraiment au dernier moment où on le discrimine. Mais dans le cas dont vous parlez, où effectivement la personne va vraiment aller jusqu'au bout, alors une fois que toutes les digues ont sauté les unes après les autres, est-ce que cette personne est hostile, est-ce qu'elle est vraiment prête à aller jusqu'au bout, est-ce qu'on a vraiment discerné la morphologie de l'adversaire? À partir de là, en fait, il n'y a plus vraiment beaucoup d'options, hormis la neutralisation de ceux qui pourraient présenter un danger pour ses camarades ou pour soi-même. Est-ce qu'on peut mener une guerre d'intensité et en même temps une guerre chirurgicale? C'est exactement ce dont a parlé le ministre israélien de la Défense pour parler de Khan Younes, là où se terrent les chefs du Hamas. Vous qui avez mené justement cette guerre chirurgicale, on peut la mener avec une intensité, cette guerre? Alors, on peut mener une guerre chirurgicale, oui, et je pense que Tsahal a largement les moyens de mener une guerre chirurgicale. Maintenant, le problème, c'est un problème d'échelle. Vous pouvez la mener pour des têtes de réseau, pour des pièces d'influence, mais vous ne pouvez pas la mener indéfiniment et sur un grand nombre d'adversaires. Et c'est là où ça devient extrêmement difficile, extrêmement dense. Alors, d'une part, il y a un savoir-faire à entretenir, à avoir. Comme je le disais, en corollaire, il y a énormément de renseignements à avoir en amont et bien sûr à bien former en amont, avec des analystes, avec des agents qui vont renseigner, qui vont aller chercher du renseignement par différents moyens, que ce soit du moyen humain ou numérique, pour enfin arriver au bout de l'entonnoir sur en fait, l'action, savoir voilà, quelle est l'action à mener. Et ça, c'est extrêmement dur à mettre en place, et ça demande énormément d'énergie pour une seule personne. Alors imaginez que vous avez ça x 10 000. En fait, là, vous êtes dans des proportions qui sont hors normes. Vous êtes obligé de sectoriser soit par zone, soit dans le temps, soit les deux, pour pouvoir arriver à bout de la menace, tout en jugulant le reste des menaces pendant ce temps-là. Pour vous, c'est une guerre chirurgicale hors norme, ce qui est en train de se passer à Khan Younes? C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça sur l'ampleur des cibles à atteindre en termes d'unité d'élite. Oui, en termes d'ampleur, c'est énormissime. Et ce qui pose une autre question aussi, donc hormis la problématique du renseignement, du savoir-faire, des capacités de pouvoir traiter autant de cibles en autant de temps, un des derniers éléments, c'est aussi la ressource humaine, qui est capitale, parce que là, on le voit sur les images, des unités qui investiguent des bâtiments. On ne se rend pas compte, mais en fait, c'est une source de stress qui est absolument colossale, surtout à partir du moment où vous avez rapidement des échanges de tirs, des actions assez violentes. Jusqu'aux premières, en fait, ça va se passer plutôt bien, ça va être plutôt fluide, mais dès que vous avez les premières, en fait, toutes les actions suivantes vont être particulièrement éprouvantes pour le personnel en termes mental et psychologiques, parce que à chaque porte que vous allez franchir, à chaque angle de rue que vous allez ouvrir, vous allez vous demander si il n'y a pas de camarade du gars que vous venez de croiser, que vous avez dû prendre en compte, etc. Et donc, il y a une forme de densité de l'action qui fait que il y a une forme d'oxydation en fait du personnel. Et vous allez c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Louis. Et j'aimerais que vous me transposiez ce soir. Alors, c'est très difficile, mais lorsque ces soldats-là, des commandos, opèrent depuis plus de 80 jours,
Est-ce qu'on est capable intrinsèquement lorsqu'on est commando? Normalement, on est habitué à fournir un effort rapide, intense, sur une courte durée. Là, ça fait 80 jours qu'on leur demande de faire exactement le même effort répété. Est-ce que vous pouvez me transposer dans la tête d'un commando, là, maintenant, actuellement? En fait, c'est un peu comme si vous demandiez à un sprinter, non pas de faire une épreuve de sprint tous les mois ou tous les 3 mois, mais de la faire tous les jours. Wow. En fait, pour l'organisme, c'est vraiment extrêmement éprouvant. Et moi, j'ai pu voir ça. On arrive, en fait, quand on pousse aux extrémités, on arrive parfois à des déficiences humaines, en fait. Et donc, le discernement qui est capital dans ces moments-là, on en a déjà parlé, en fait, il commence à être plus difficile. Vous allez avoir plus de mal à faire la part des choses, à jauger le risque que vous allez prendre pour vous, pour vos hommes, pour la population autour de vous. Donc en fait, ça va devenir extrêmement compliqué, et même en termes de rotation du personnel, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des zones qui sont très enclavées. On parle des tunnels, on parle de zones urbaines, donc ça veut dire qu'il faut retirer une partie du personnel pour en amener des troupes fraîches. Ça, il va falloir le faire très rapidement. Là, on parle de 89 jours, c'est juste colossal en termes de ressources humaines, puisque c'est des gars qui sont sur le front en permanence, dans des conditions qui sont en plus dégradées. C'est-à-dire que vous mangez froid, vous dormez pas très bien, vous êtes toujours un peu à l'affût, vous avez une espèce de sixième sens. Ça, c'est un truc dont on se rend pas compte, mais quand vous êtes sur un terrain comme ça, en fait, vous êtes toujours en alerte. Et moi, j'ai eu l'expérience malheureuse, c'est que quand vous réveillez un de vos camarades qui fait une petite pause et qui essaie de se reposer, si vous le réveillez un peu fort, en fait, il peut vous sauter dessus, tellement il est tendu. En fait, j'ai déjà vu ça. Donc, c'est des situations où nerveusement, on est consommé et on est toujours un peu à l'affût. On se dit, est-ce que je vais me faire attraper? Est-ce que ça va arriver au coin de cette porte? Donc ça, nerveusement, c'est très difficile à gérer. Ça sera ma dernière question. Je ne l'avais pas prévu, mais j'ai l'impression que même après avoir rendu l'uniforme lorsqu'on a été commando, on reste commando. Ouais, un petit peu. Je me trompe? Non. J'ai l'impression que vous revivez les scènes que vous avez vécues au fur et à mesure que vous voyez ces images. Ouais, un petit peu. On se met dans la peau des bonhommes parce que c'est des métiers qui sont très éprouvants. C'est des métiers passion et c'est des métiers qui sont absolument géniaux, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Et donc, c'est ça qui fait la beauté de ce métier-là. Malgré toutes les difficultés que ça peut représenter. Merci Louis Saillant. Je rappelle que vous êtes ancien lieutenant de vaisseau, ancien commando de la Marine nationale française, et vous êtes auteur de Chef de guerre également, tout récemment, en tout cas de votre histoire personnelle. Merci de l'avoir partagé ce soir. Merci beaucoup. Et me rejoint Yossi Pinto, colonel de réserve et chef du développement commercial, chef des divisions des manœuvres de Rafael. Merci de répondre à nos questions. Vous ressortez à peine de la bande de Gaza. Yossi Pinto, je vous ai demandé de répondre à nos questions parce que peu de personnes savent ce à quoi ça représente, ce qu'on appelle le trophy, c'est-à-dire en hébreu le meil rouar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ses fonctions ? Bonsoir à tous. Ce système Trophy est un système qui a 2 piliers. Le premier, c'est que c'est un système qui est destiné aux forces combattantes, dans ce cas-ci les forces de Tsahal, et qui permet d'effectuer des missions. Nous, commandants, lorsque nous sommes sur le champ de bataille, en pleine mission, nous nous posons la question, quels sont les outils qui nous permettront d'accomplir la mission du mieux possible? Et ce système permet donc d'effectuer la mission. Le deuxième aspect, qui est au moins aussi important, c'est que c'est un système qui permet de sauver des vies. Au cours de cette guerre actuelle, aussi bien dans le sud de la bande de Gaza que dans le nord de la bande de Gaza, ce système a sauvé des vies et a fonctionné comme on pouvait s'y attendre. Alors justement, j'y étais moi-même à l'intérieur de la bande de Gaza et j'ai vu la manière dont les tanks œuvraient au moment où on est sorti sur le terrain. En face de nous, il y avait visiblement une cellule équipée d'un missile anti-tank et le tank a immédiatement opéré. Cela veut dire finalement que le système est constamment sur le qui-vive et il peut être déclenché à n'importe quel moment.
C'est un système qui en permanence protège les forces sur le terrain et tant que le char est en fonction, eh bien le système protège les combattants et permet d'avancer dans la mission. C'est-à-dire, c'est évident quand le char est en mouvement ou fait des opérations, même quand le char est en repos, en attente, tant que l'interrupteur est sur on, eh bien le système décèle les menaces et les élimine si nécessaire. On a vu des images de propagande du Hamas, du djihad islamique et d'autres organisations terroristes qui disent avoir abattu des centaines de tanks. Force est de constater que ce n'est pas le cas. La question est de savoir, est-ce qu'on doit apporter une réponse justement à ces films de propagande où vous dites finalement le système prouve son efficacité, pas besoin d'en dire trop? Moi, je ne m'occupe pas des services de porte-parole du Hamas. Si le Hamas pense qu'il a réussi à abattre des centaines de chars, tant mieux pour lui. Je peux vous dire que le système fonctionne, a fait face à des défis très complexes sur une période prolongée et que les résultats sont au moins aussi bons que ce qu'on attendait, que ce système sauve des vies et jusqu'à présent, on disait que c'était le seul système au monde depuis des décennies. Aujourd'hui, on peut dire avec certitude que c'est le seul système au monde qui peut faire face à de tels défis, des défis aussi complexes sur une durée prolongée. Si on ne veut pas nous croire, eh bien, tant pis. Moi, ce qui m'a impressionné très sincèrement, Yossi Pinto, c'est la manière dont les tanks sont capables d'être protégés, même sur une courte distance, dans une région aussi dense que Khan Younes, par exemple, on voit des terroristes qui tirent à bout portant sur les chars et les chars s'en sortent. Le combat en zone urbaine, effectivement, pose de nombreux défis aux forces qui y opèrent et aussi au système de défense. Et je dois dire que notre système est un système robuste avec des capacités très sophistiquées qui permettent de répondre à la diversité de menaces qu'on peut avoir en zone urbaine, pas seulement concernant la portée, mais aussi l'intensité et la quantité des menaces. Et vous avez raison, le système peut faire face à des menaces même à très courte portée. Alors je suis obligé de vous poser la question, je ne parle pas d'un incident en particulier, mais de plusieurs incidents où il y a eu soit des tanks Merkava, soit des véhicules transporteurs de troupes, ce qu'on appelle des NAMER, qui ont été impactés. Est-ce qu'il existe finalement un risque zéro? Non. Vous dites non, il ne peut pas y avoir de risque zéro pour ce type d'appareil. On parle là d'un système Trophy, mais Raphaël installe sur les différents véhicules que nous avions tout un système de protection. Ça n'est pas qu'un système Trophy qui est un système de défense active, mais aussi une défense réactive. Et en réalité, c'est une couverture, un système de sécurité qui est composé de plusieurs strates qui se superposent les unes aux autres. Et si on connecte à la fois la défense active, la défense réactive, le système Trophy, et si on y ajoute le comportement opérationnel des soldats, la probabilité de réussite et de bien accomplir la mission, la probabilité est très élevée. Néanmoins, il n'existe pas de système qui soit complètement hermétique, qui connaisse 100% de succès, même si nos systèmes, si encore une fois on superpose ces trois éléments, eh bien la probabilité de parvenir à accomplir la mission est très élevée. Parlons du sud et également du nord. Est-ce que si jamais il y a une grande manœuvre militaire de l'armée israélienne dans le nord du pays face au Hezbollah, on aura les mêmes réussites opérationnel du système Trophy?
Ce que je peux vous dire, c'est que tout au long des combats, nous faisons des analyses et nous tirons les leçons, nous faisons une enquête après chaque événement et on améliore le système pendant les combats. Si vous m'aviez posé cette question lors de la première semaine de la guerre, je vous dirais que le système fonctionne de telle ou telle manière. Maintenant que nous sommes au 87e jour de cette guerre, je peux vous dire que nous avons amélioré le système au cours de cette guerre. Donc, je sais que nous allons continuer à améliorer, à apprendre pour faire face à d'autres menaces, pour être sur d'autres terrains, pour que le système soit encore meilleur à court terme et à long terme. Alors, pardonnez-moi peut-être de cette question simpliste, mais parce qu'il y a peut-être des mamans ou des papas qui nous écoutent ce soir et dont les enfants servent dans l'unité des blindés ou qui vont monter dans les transporteurs de troupes. C'est facile d'utilisation, c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur on et c'est parti. Comme tout système avec une technologie avancée, c'est un système qu'il faut apprendre, il faut s'entraîner avec ce système. Connaissant le système et connaissant les soldats de Tsahal, aussi bien dans l'armée de réserve que les réservistes, ils savent faire fonctionner ce système. Le système sait fournir les résultats auxquels on s'attend. Et il s'agit d'un lien très efficace entre technologie et combattants. Donc, s'il y a des parents qui nous regardent, je pense qu'on peut leur dire que nous faisons du mieux avec le meilleur personnel et avec le système le meilleur qui soit. Deux dernières questions assez rapides. Est-ce que vous pouvez très clairement dire que si jamais il n'y avait pas le système Trophy, mais le roi en hébreu, on verrait des images telles qu'on les a vues dans la campagne militaire de Russie, en Ukraine par exemple, où des colonnes de chars complètement détruits les uns à côté des autres ? J'ai du mal à le dire, je n'étais pas sur le terrain, sur le champ de bataille en Ukraine. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux que ce système soit présent et fonctionne là où nous sommes. Et je peux supposer effectivement, avec une très forte probabilité, que ce système nous permette d'accomplir les missions et de protéger nos combattants. Et dernière question, parce que je sais que chez Raphaël, on voit toujours, on essaye d'avoir du moins un coup d'avance. Demain, la génération de demain du Trophy, peut-être contre des objets volants qui impacteraient le char ou le Namer depuis les airs. Si je vous invitais à visiter nos laboratoires, vous verriez que ce sont des questions que nous nous posons et nous nous posons les questions, quels sont les prochains défis sur le champ de bataille. Nous tirons les leçons de ce qui a été fait, nous essayons en permanence d'améliorer nos systèmes et nous proposerons à l'avenir un système qui sera faire face à diverses menaces. Lesquelles? Eh bien, c'est le futur qui nous le dira. Bon, j'ai pas eu le droit au scoop alors. C'est-à-dire que vous pouvez en dire un petit peu, mais pas assez. Je vous invite dans quelques années à nous rendre visite chez Raphaël et vous verrez ce qui a été fait. Merci Yossi Pinto d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Toda. Et puis, priorité au direct, il y a quelques instants, eh bien, de nouveau, des officiels israéliens ont également répété qu'il n'y avait aucun soupçon de voir qu'Israël serait impliqué dans l'explosion en Iran aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle a fait plusieurs dizaines, voire centaines de morts. Tout à l'heure, c'était les États-Unis qui affirmaient ne pas être impliqués dans cette explosion. Et également, Israël à l'instant également. Alors, vous connaissez, on en a parlé plusieurs fois sur cette antenne, l'unité 504. C'est finalement l'unité d'élite de l'espionnage des renseignements militaires israéliens. Grâce à eux, non seulement les terroristes arrêtés vivants dans la bande de Gaza commencent à parler. Vous allez voir dans ce reportage, également l'unité 504 a élargi son spectre d'opération et ce sont ces hommes, ces femmes qui écrivent en hébreu chaque jour en arabe et qui envoient des flyers à l'intérieur de la bande de Gaza pour indiquer le chemin aux civils de Gaza, de savoir où aller, avec qui parler et surtout comment agir face au Hamas. Intrusion ou finalement immersion
dans ce moment très particulier d'une unité très secrète, les 504. Regardez. بحكي معك الكابتن جولان من الجيش الدفاعي الإسرائيلي. أهلين. أنت وين موجود حاليا؟ المشروع عند أخوي. Quelque part dans le centre d'Israël, dans des pièces exiguës et insonorisées, se déroule l'un des projets les plus ambitieux et décisifs de la guerre actuelle contre Gaza. Le déplacement de plus d'1,5 million de personnes. En premier, depuis le nord vers le sud de la bande de Gaza, puis dans un deuxième temps, de Khan Younes vers Mawassi et Rafiah. وين بالضبط أنت في خان يونس؟ Le but de ce projet est double. Tout d'abord, éviter de mettre en danger des civils et éviter que des innocents soient touchés. Ensuite, il s'agit de vider la zone des civils encore présents et de n'y laisser que des terroristes du Hamas pour laisser les mains libres à Tzahal. اسمعني، هاي الرسالة مهمة من أجل سلامتك وسلامة عيلك. أنا بطلب منك إنك تخلي فورا لجنوب خان يونس للملاجئ المعروفة في المشفى عندكم. لا مش من الشمال، طلعت من الشمال رحت على الجنوب على منطقة المواصي عند شو اسمه اللواء تاع الوكالة. ممتاز، كل عيلتك موجودة هناك؟ كل عيلتي طلعت كل عيلتي. الله يخليك. بارك الله. مع السلامة. Il vous a écouté? Oui. Pour ceux qui aiment les chiffres, la conversation avec John Doe, l'inconnu de Khan Younes, est l'une des 50 066 conversations téléphoniques ayant eu lieu depuis le début de la guerre entre Gaza et ce service du renseignement. Elle s'ajoute aux 12 millions de conversations ainsi qu'aux 14 millions de messages enregistrés et répertoriés. Et tout se passe ici dans cette pièce. Et nous y voyons effectivement 4 terroristes du Hamas qui bloquent le passage de Salah Eddin qui descend vers le sud. Nous ouvrons le feu et les éliminons, permettant ainsi aux familles palestiniennes de continuer leur route vers le sud de la bande de Gaza. Ils nous ont remerciés. احنا في بيتي، احنا ما بخلونا نطلع برا بيتي. مين قالك هيك؟ هم كانوا التنظيمات يمنعونا، ما بخلونا نطلع من البيت. فرجني وين هم موجودين واحنا احنا بنحل مشكله، وينهم موجودين؟ ما حد بيصل عند صلاح الدين، جابوا صلاح الدين بتقعدوا برجعونا ممنوع. هذول جماعة الحماس، بس انت عارف واحد منهم بالاسامي بالاشي وين موجودين؟ انا بقدر احكي معهم، انا ما بقدر احكي معهم لانه طلعوني في المعبر بقول لك انت ممنوع ترجع خطر له بيتك. En plus des appels téléphoniques, on y écrit, met en page et imprime. Et on y a même inventé un système afin de disséminer les tracts de façon optimum au-dessus de quartiers entiers de la ville de Gaza. Sur ces tracts, on demande à la population de quitter les lieux. En voilà un que nous avons déjà envoyé. Celui-là, c'était pour Khan Younes. On peut se demander combien suivent ces directives. Ils les suivent de très près. Nous y avons même mis un code barre du commandement central qui vous relie à une carte interactive de l'évacuation. Du high-tech? Complètement, c'est du high-tech. À qui faites-vous appel? Des gens qui ont de l'influence, comme des dirigeants religieux, des directeurs d'école, des médecins, des responsables communautaires. Les gens parlent, racontent tout. Comme Mounir qui a fui en direction du sud et a rejoint le couloir humanitaire. Il nous explique où part toute cette aide. Pour lui, le Hamas et l'ONU ne font qu'un. ليش المساعدات حرامية؟ يعني في هناك عناصر حماس اللي عم ياخذوا من هذا الأكل من المساعدات الإنسانية. أكيد ما هم وين حماس وين موجودة، وين بتكون موجودة بتخرب. بس هذا المكان هو للمساعدات الإنسانية. ما هو حماس يا سيدي العزيز، حماس حاطة إيدها على كل حاجة عشان تبقوا أنتم فاهمين. حماس حاطة إيدها على موظفين الوكالة، هم القيادات في رئاسة الوكالة. يعني ما عم يعطوا المدنيين ولا أي غذاء؟ بيعطوا خصاتهم بالأول. ولين الوكالة كمان عم يتعاملوا مع حماس؟ سيدي موظفين الوكالة هم حماس. موظفين الوكالة هم حماس؟
هذه حاجة بعيدة عنكم بس هي أكيد لا أكيد مش بعيدة عنكم اللي ماسك يعني رؤساء الأقسام أو هم نفسهم من أعضاء حماس. Une chose est certaine, la plus grosse partie des informations récoltées proviennent des terroristes qui se rendent à nos forces ou qui sont faits prisonniers lors des combats. Ils sont alors interrogés par des officiers de l'unité 504 ou le Shabak. C'est le type d'individu que traite cette unité spéciale du renseignement militaire. Des civils gazaouis qui donnent des informations en temps réel, ainsi que la position des forces du Hamas sur le terrain. روكت او قذائف او كلاشينات هذا اللي انا وجدت كتاب قسام محتمين في المستشفى 100 نفر عاملين نظام خيم تحويطات كل مجموعه لحال 4-5 نفار كل مجموعه لحال قاعدين. Je pense que nombreux sont les habitants de Gaza qui ne sont pas d'accord avec les horreurs commises le 7 octobre par le Hamas. Ça ne les représente pas. Ils comprennent que cette fois, les choses sont différentes, que les limites de l'horreur ont été dépassées et que c'est choquant et pas représentatif de leur cause. D'autre part, vu l'importance de la réaction israélienne, ils comprennent que la fin de l'ère du Hamas se rapproche. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à travailler pour vous ? La première chose qu'il souhaite, c'est qu'on ne lui fasse pas de mal, qu'on le protège lui et sa famille. Il souhaite un meilleur avenir et il est là par pur intérêt personnel, par recherche de protection pour lui et ses proches. Et c'est aussi pour le jour d'après, quand il voudra que nous l'aidions à sortir de Gaza. Il y a là des terroristes du Hamas ou d'autres organisations qui donnent des informations sur des gens avec lesquels ils combattaient contre nous, encore quelques jours avant. C'est un phénomène qui vient très naturellement et beaucoup depuis Gaza. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous n'avons pas essayé de recruter des gens à tout prix. Y a-t-il une conversation importante qui vous a marqué dernièrement ? Un membre des Nourba. Qui a participé au 7 octobre ? Il ne l'a pas encore avoué, mais il dit connaître l'emplacement des tunnels. Par contre, un autre cas encore plus intéressant est celui d'un jeune homme originaire de Gaza qui a émigré comme réfugié en Europe. Lui, à l'inverse des autres, fait vraiment tout ce qu'il peut pour rentrer en contact avec nous et nous donner des informations. Et il ne demande rien en échange. D'autres sont très clairs et te disent quelles sont leurs attentes moyennant des informations. Lui ne veut rien. Car il haït le Hamas. Car il est le Hamas. Et c'est là qu'on commence à noter un certain courant, quelque chose d'important à changer. Et si l'histoire des conversations ne vous a pas convaincu, regardez plutôt cette vidéo. C'est tout simplement un état des lieux, filmé avant l'entrée de nos forces dans Gaza, par l'un des Gazaouis nouvellement recrutés, par les agents de l'unité 504. Nous avons demandé et obtenu ces vidéos filmées à 360 degrés en amont de l'entrée des forces terrestres de Tsahal dans Gaza, pour en assurer une entrée des plus sécurisées. Où je me trouve maintenant ? Là, vous êtes dans le quartier de Shejaya. Si vous tournez la tête à droite ou à gauche, vous pourrez découvrir toute la ville en visuel. De quoi ça a l'air aujourd'hui ? Le terrain est un peu plus plat. Avons-nous les mêmes données pour le sud Liban, Beyrouth, Damas ? Tout va bien. Pour mener à bien nos attaques et aider nos forces sur le terrain, nous devons constamment trouver les pièces du puzzle qui nous manquent. L'adresse d'un terroriste, ses habitudes, où il se trouve en temps réel, etc. Nous recevons les informations des civils qui sont répartis dans Gaza. Quand nous recevons les détails nécessaires, nous les faisons suivre à nos collègues du renseignement militaire Aman, qui gèrent l'information pour qu'elle soit traitée au plus vite et pour que l'aviation puisse attaquer puis détruire la cible. On ne peut pas s'empêcher de poser la question. Où étiez-vous le matin du 7 octobre, vous qui êtes censé tout savoir ? Cette question nous hante depuis, mais nous nous focalisons pour le moment sur l'effort de guerre et les combats que nous menons. Mais il faudra trouver toutes les réponses à ces questions le moment venu. Et j'ai le plaisir de rejoindre désormais le capitaine Nir. Vous venez à peine de sortir de la bande de Gaza et vous avez un rôle assez particulier, Nir. C'est que vous êtes propriétaire d'une Jeep et vous avez offert votre Jeep à l'armée israélienne. Racontez-nous.
L'unité mobilité est une nouvelle unité créée suite aux attaques du 7 octobre et à tout ce qui nous a pris par surprise en ce Shabbat noir. Des centaines de volontaires venus avec leur jeep personnel, tout comme moi. Nous avons été mobilisés le jour même par ce que l'on appelle Tzav Shmoneh, des ordres de réquisition immédiate, et nous avons aussi immédiatement réquisitionné nos véhicules. Grâce à cela, l'armée dispose de centaines de conducteurs de jeep venus avec leurs propres véhicules. Que je comprenne, ça s'est fait comme ça dans l'urgence ? Tout à fait. Ça a commencé par des groupes sur WhatsApp, sur Facebook, qui ont appelé les bénévoles à répondre présent pour prêter main forte. Nous avons quitté nos familles, nous avons tout quitté, nous sommes venus ici pour nous porter volontaires dans cette unité mobilité. Vous êtes donc un officier, on le voit bien sur votre uniforme. C'est quoi votre rôle précis à l'intérieur de cette nouvelle unité mobilité ? Oui, je suis l'officier des opérations de l'unité. L'unité réalise tout un tas de missions, notamment la défense des localités, la localisation des personnes disparues, les allers-retours dans la bande de Gaza pour transporter des soldats et tout un tas d'autres choses dont on ne va pas ou on ne peut pas parler pour l'instant. Alors, j'ai lu dans un article, vous allez peut-être pouvoir ou vouloir le confirmer, que vous, et des hommes, des femmes, de tous âges d'ailleurs, vous êtes rentrés dans la bande de Gaza pour également aller chercher des blessés et les ramener en Israël. Est-ce que vous confirmez ? C'est tout à fait ça. Nous avons exécuté des missions extrêmement importantes pour les combats. Nous avons fait tout ce qu'on nous a demandé et nous avons très bien réussi. Écoutez, on aimerait quand même comprendre comment ça se passe, parce que donner sa Jeep très bien pour une journée, c'est parfait, mais là, vous la donnez à l'armée israélienne dans des missions plus ou moins complexes. Comment ça se passe au niveau de l'entretien ? Écoutez, nous sommes arrivés ici avec nos propres véhicules. Les véhicules sont en très bon état, sont très bien entretenus, on ne peut pas faire mieux. Ces véhicules, pour nous, ils sont plus importants que nos femmes dans ce cas. Ces voitures sont très bien entretenues, en très bon état. Évidemment, s'il faut faire une révision ou réparer des pannes, l'armée nous aide au maximum. Écoutez, je ne sais pas si vous étiez même pas né d'ailleurs à cette époque-là. Il y avait un programme en Israël dans les années 70-73 pour la guerre du Kippour. Ça s'appelait en hébreu Mechonit Amegouyeset Gashash Achiver. Alors, c'est-à-dire que à l'époque, les Israéliens amenaient leur voiture en 73 aux soldats, parce que effectivement, c'était un petit peu le chaos en Israël. Sauf qu'à la fin de la guerre, on ne leur a pas rendu véritablement leur voiture, mais plutôt une roue par-ci et un volant par-là. Est-ce que là, c'est le cas ? Non, ici ça ne se passe pas comme ça. Dans ce cas, l'armée participe et a déjà participé pour tout un tas de pannes. Ils nous ont aiguillés vers les meilleurs garages qui soient. Ils ont réagi de façon très satisfaisante. En fait, nos véhicules personnels ont été réquisitionnés avec nous et on s'est très bien occupé de nous. Vous travaillez uniquement pour le front intérieur ou pour d'autres unités également ? Nous ne travaillons pas uniquement pour le commandement du front intérieur. Je peux vous assurer, d'après ce qui se dit à Tzahal, que nous constituons un élément essentiel dans les combats, un élément très significatif. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est très clair. Vous avez donc tout quitté pour venir ici depuis plus de 80 jours ? C'est tout à fait ça. Nous avons tout quitté, notre famille, notre femme, notre travail, et nous sommes venus tout simplement pour prêter assistance et donner tout ce que nous avons à donner. Capitaine Nir, dans votre vie professionnelle, vous êtes dans le high-tech, donc vous n'avez très très loin quand même d'imaginer servir dans des unités de ce qu'on appelle mobilité, donc avec votre Jeep. Comment ça se passe par rapport à votre travail, par rapport à votre entreprise ? Oui, j'ai tout quitté. Parfois, tard la nuit, lorsque j'ai quelques minutes de libre, j'arrive à passer quelques coups de fil pour rattraper le retard. Mais je n'ai pas seulement laissé derrière moi mon travail, j'ai également laissé ma famille et mes jeunes enfants pour être là. Et j'imagine que vous n'êtes pas le seul, parce qu'effectivement, on a vu des réservistes également âgés de plus de 70 ans. C'est la seule unité au monde qui, aujourd'hui, emploie, j'allais dire, qui recense, recrute des soldats pour et en raison de leur Jeep. C'est le cas de nous tous, et quand je dis nous tous, je parle de centaines de soldats de tous âges qui ont laissé leur famille, leur entreprise, et qui tout simplement sont venus prêter main forte. Des centaines. Et cette Jeep qu'on voit juste derrière vous, elle sera utilisée jusqu'au bout ?
Pour notre pays, nous resterons là jusqu'au bout, donnerons tout ce que nous avons. Et je crois qu'en cela, je représente toute notre unité et l'unité mobilité qui désire participer à l'effort de guerre. Et tant qu'on aura besoin de nous, nous serons là. Écoutez, capitaine Nir, je ne peux que saluer et vous saluer pour votre travail, pour votre dévotion et votre envie d'aider tout le monde, justement. Merci, merci, capitaine Nir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette première partie de défense. Juste avant d'enchaîner, d'aller aux États-Unis, j'aimerais vous montrer, parce qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, pour faute de logistique, de vous montrer ce livre de Mishka Ben David. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé également de venir nous parler. C'est un ancien agent du Mossad et c'est un romancier. Pourquoi il parlait précisément de ce qui s'est passé à Beyrouth? Eh bien, vous le voyez. Duel à Beyrouth. Il a écrit un livre en français. Dans le texte, bien évidemment, c'est son dernier livre. Et il sait de quoi il parle, voilà pourquoi. Et vous comprenez l'importance des invités dans Défense, dans nos magazines en direct, pour parler des sujets qu'ils maîtrisent le mieux. Voilà, ceci étant dit. Alors on part du côté de Los Angeles pour vous retrouver. Yossi Elfort, merci de répondre à nos questions. Il est 10h de moins chez vous, merci. En tout cas, je vous ai demandé de venir, Yossi, tout simplement parce que il y a une hausse de l'antisémitisme. Et vous avez fondé, il y a quelques années de cela, ce que l'on appelle une sécurité juive, Magen Am, l'une des seules, quasiment aux États-Unis, à être armée. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce dont il s'agit ? Oui, nous assurons la sécurité de la communauté. L'idée, c'est qu'il faut que des membres de la communauté soient impliqués dans la sécurité de leur propre communauté. Nous voulons que ce soit les communautés elles-mêmes qui soient impliquées et pas seulement la police. Et nous, bien sûr, suivons toutes les règles gouvernementales pour avoir des équipes formées et entraînées pour être capables de se protéger. Alors, quand je dis que vous êtes l'une des seules, est-ce que vous êtes la seule ou il y a d'autres cas aux États-Unis? Parce qu'il faut le préciser quand même. J'ai moi-même vu des images personnellement où on voit des hommes de Magen Am, sans jeu de mots, armés aux côtés des policiers du LLPD, la police de Los Angeles. Sur la côte ouest des États-Unis, nous sommes la seule ONG armée, pas seulement d'ailleurs de la communauté juive, mais de toutes les communautés. Nous avons des relations, nous travaillons en étroite collaboration avec la police de Los Angeles. Et nous voulons encore une fois faire en sorte que ce soit les membres de la communauté eux-mêmes qui se défendent et ne se reposent pas uniquement sur les services de l'ordre. Au quotidien, ça se traduit comment? Parce que lorsqu'on dit qu'il y a une hausse de l'antisémitisme, est-ce que vous gérez la sécurité en fonction des incidents ou vous avez également accès aux renseignements? Nous avons beaucoup d'informations qui nous parviennent parce que nous sommes souvent les premiers sur le terrain. Sinon, nous assurons la sécurité d'écoles et de synagogues. Donc nous sommes en général en première ligne quand il s'agit de recueillir des renseignements. Nous travaillons avec des partenariats avec des forces de l'ordre locales et nationales. Et il y a des échanges d'informations, qu'il s'agisse d'une manifestation, qu'il s'agisse de protéger une synagogue ou une école, nous voulons qu'il y ait notre personnel sur place. Lorsque je vois ces images, effectivement, Yossi Elfort, et je vois surtout ces chants Gas the Jews, qu'on n'avait pas entendu depuis des années, voire des dizaines d'années, surtout pas aux États-Unis. Est-ce que ces chants-là, ces messages de haine-là peuvent se transformer, selon vous, en actes assez rapidement? Bien sûr, bien sûr.
vous savez, en anglais, on dit que les mots ne peuvent pas nous heurter, mais la réalité, c'est qu'en fait, on peut voir très rapidement les discours se transformer en action. On voit des gens qui lancent des pierres, qui crèvent des pneus, mais ça ne s'arrête jamais là. C'est un début, et c'est un début très dangereux. En Amérique, nous avons le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Même les discours de haine sont protégés par le premier amendement, mais nous devons faire en sorte que quand cela se transforme en action, eh bien que cela ait des conséquences pour ceux qui commettent ces actions. Yossi Elfort, j'ai du mal à comprendre. Que s'est-il passé aux États-Unis pour que un groupe de la communauté juive soit armé aux côtés de la police de Los Angeles et se protéger? Que s'est-il passé? La police de Los Angeles ne peut pas être partout. Vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas des policiers en dehors de toutes les synagogues et des écoles. C'est le travail des communautés. Et les agents de la police ne connaissent pas aussi bien la communauté que nous. Donc, nous apprécions beaucoup le travail de la police de Los Angeles. Il y a un manque de personnel, même pour le travail de police régulier. Et cela n'a jamais été véritablement leur travail d'assurer la sécurité de nos institutions. Ça n'est pas comme ça que cela fonctionne aux États-Unis. Eux, ils viennent une fois que des actes ont été commis, mais ils ne peuvent pas être proactifs en termes de sécurité. Donc, il faut que nous soyons présents pour déjouer éventuellement des incidents, et aussi il faut fournir une connaissance aux membres de la communauté en matière de sécurité. C'est très important d'avoir cette option au sein des communautés. Est-ce qu'on peut dire finalement que vous êtes le pendant de ce que l'on appelle en hébreu la kitat konenut dans les villages en Israël, c'est-à-dire les officines de sécurité des villages? Oui, d'une certaine manière, c'est un modèle assez similaire. Oui, c'était un très bon exemple qui nous permet de comprendre pourquoi les communautés ont besoin de s'armer. L'armée ne peut pas être partout et parfois nous avons besoin de nous défendre alors que l'armée n'est pas là. Donc, quand nous avons les outils et la formation pour le faire, je suis toujours avec ma famille, avec ma communauté, et donc c'est une force supplémentaire pour les communautés. Nous avons vu combien de vies cela a pu sauver dans le sud d'Israël. Est-ce que vous vous sentez moins en sécurité depuis le 7 octobre à Los Angeles? À titre personnel, je me sens en sécurité parce que j'ai cette formation, parce que nous faisons du travail dans ce domaine, donc je ne me sens pas personnellement dans une situation d'insécurité, mais il y a eu plus d'attaques contre des synagogues, il y a plus de manifestations, parfois j'ai eu un peu peur pour ma femme, pour mes enfants, on fait attention là où on va, même chose pour la communauté. À titre personnel, les gens qui sont formés, qui font partie de nos équipes, eh bien, nous sentons en sécurité et ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer que tous les membres de notre communauté soient en sécurité. Et c'est cette préparation qui nous permet de nous sentir en sécurité. Pour résumer finalement, Yossi Elfort, si jamais demain je viens à Los Angeles, comment je vous reconnais? Comment je reconnais ces officiers de sécurité privés, Magen Am? Certains, dans les synagogues, dans certains événements, sont en uniforme. Nous avons ce logo sur le bras, vous pouvez voir le logo. Mais effectivement, il y a aussi des gens qui sont en civil. On ne veut pas savoir qu'ils soient là, on ne veut pas qu'ils soient visibles, ils doivent être là au cas où. Et bien sûr, nous avons aussi des véhicules, des patrouilles qui portent notre logo. J'espère que vous verrez le logo de notre organisation et que vous vous sentirez en sécurité. Écoutez, Yossi Elfort, je souhaite surtout, et c'est un doux rêve peut-être, mais que vous soyez toujours en position de défense et jamais d'attaque, parce que cela voudrait dire qu'il y a une attaque à main armée et antisémite contre la communauté juive à Los Angeles. Merci à vous en tout cas. Amen, thank you. Amen, merci beaucoup.
Merci. Oui, nous aimerions bien être dispensés de faire notre travail. Exactement. Merci à vous, Yossi Elfort. Alors, on a parlé d'antisémitisme, Chani, antisémitisme qui se voit. Il y a un autre antisémitisme qui est peut-être plus masqué, plus opaque, comme avec des propos, en tout cas, compris comme antisémites par un député de la France Insoumise. Oui, et ce député, c'est David Guiraud. Alors, tout est parti d'un simple extrait du dessin animé qui s'appelle One Piece, c'est un manga, et qui fait référence au dragon céleste. Donc, dragon céleste, c'est une des créatures dans le manga One Piece. Alors, ce tweet-là, publié par David Guiraud, c'était une réponse à une plainte qui a été déposée contre lui par l'Observatoire juif de France pour apologie du terrorisme et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Et je vous laisse regarder d'ailleurs l'extrait qui a été publié. Alors, dans la vidéo, on n'a pas trouvé les sous-titres, mais il y avait noté « Ils ont voulu me faire taire ». Alors, dans le manga One Piece, il faut savoir que les dragons célestes constituent la haute noblesse de la société. Ils sont gavés de privilèges et ils sont immensément riches. Et donc, depuis 2010, les internautes antisémites utilisent justement cette créature, les dragons célestes, pour parler des juifs sans les nommer, justement pour éviter la modération sur les réseaux sociaux et passer sous les radars de la justice. Et c'est pour ça que le tweet de David Guiraud a créé la polémique. Alors, évidemment, il a rapidement supprimé son tweet, justement pour éviter cette polémique. Et il a démenti avoir eu l'intention de relayer une référence antisémite. Il s'est exprimé ensuite sur X, anciennement Twitter, et voilà ce qu'il dit. « Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race, et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Moi, je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer. » Alors, à préciser voilà, que l'univers One Piece en lui-même n'est pas antisémite, mais les dragons célestes sont dépeints comme puissants, riches et manipulateurs, et ils cochent de nombreuses cases de l'imaginaire antisémite. Ça me fait penser à une fameuse déclaration qu'on taira et qu'on n'a pas envie de se souvenir. Merci Chani Guidalia. Décidément, difficile pour moi d'enchaîner après cela, après de tels propos. En tout cas, regardez ce sujet. Vous l'avez vu dans le prime de Jean-Charles Banoun déjà, mais nous devions, dans Défense également, de le rediffuser parce qu'il montre combien il y a cette vocation, cette détermination des jeunes à ne pas mourir, se servir de leur histoire dans apprise, leur expérience apprise dans leur service militaire et surtout ce que l'on appelle en hébreu Tzva Ha'am, c'est-à-dire l'armée du peuple. Regardez. Trois heures seulement avant que ces images ne soient filmées, il dansait en pleine rave party à Nova et hésitait à prendre une bouffée d'un joint de cannabis. Lorsque le soleil se lève, ce groupe d'amis est au summum de la joie et du bien-être, en ce matin de Simchat Torah, près du kibbutz Reim. Les frères Daniel et Noria Sharabi, avec leur ami d'enfance Yosef Chaim Rochana et leur amie Karine Journeau, se mettent à danser. Puis-je vous poser une question un peu dérangeante ? Bien sûr. Vous êtes là avec vos kippas et vos tzitzit. Qu'est-ce que vous faites là, dans un endroit comme celui-là le jour de Simchat Torah ? Pour moi, chacun d'entre nous a sa façon très personnelle d'être en communion avec Dieu. Et ensuite un repas de fête, juste avant de rejoindre la piste de danse. הסיטואציה, אנחנו במסיבה ויורים עלינו טילים. אחי, יורים עלינו טילים, מה שקרה? באמצע המסיבה, בני זונות שרקו... Ses amis laissent Karine sur sa chaise, en attendant que la situation se calme. Quelques minutes plus tard, Karine sera sauvagement assassinée par les terroristes du Hamas. מלחמה, מלחמה, מלחמות. וואי, הנה כדור. כדור, וואי, ירודה. מלחמה, אחו שרמוטה. איפה הצבא?
שוטרים בורחים. יש שם צרורות, כן, עומד למות. Il y a un vent de panique. J'ai fait mon service militaire comme combattant dans la région de Ramallah. Je sais reconnaître des tirs. Ce que l'on entendait, c'était des tirs de Kalachnikov. Et aucune unité de Tsahal n'est armée de Kalachnikov. Daniel est un fermier. Lorsqu'il fait ses périodes militaires dans l'armée, une fois par an, son frère Nouria est lui combattant. À cet instant, le matin du Shabbat noir, ils se protègent comme ils peuvent sur le terrain. Dès que nous sommes face contre terre, arrive un pick-up avec des terroristes à bord. Ils nous tirent dessus en rafale dès qu'ils nous voient. יורים עלינו, תן לי בו, אור בו, יו, מה שקרה פה, תלפים, ברח. Pendant que nous courons et cherchons à nous abriter, je cherche Youssef partout et je l'appelle. Tout à coup, je l'aperçois qui lève la tête, regarde à droite et à gauche, puis se baisse à nouveau. Les terroristes tirent une roquette RPG sur eux et les tuent. C'est la dernière fois que nous avons vu Youssef vivant. Je vois mon frère se lever d'un bond pour aller vers lui. Je l'attrape par le bras et lui dis « Écoute-moi bien, Youssef est mort. C'est fini pour lui. Si tu vas là-bas, tu vas mourir et moi aussi car je ne te laisserai pas tout seul. Alors baisse-toi et reste là. Il n'y a plus rien à faire. » Youssef est en fait emmené à Gaza comme otage. Vers 9h du matin, un mirage apparaît devant eux. Se dessine au loin la silhouette d'un tank s'approchant de la zone. Moi, je sais que les terroristes sont retranchés là-bas. Tu vois, en voyant arriver le tank, je suis certain qu'il a tué les terroristes et qu'il vient pour éliminer ceux qui sont derrière nous. Et là, je lui crie... À 500 mètres de la rave party, ils voient le tank abandonné sans aucun soldat en vie. Daniel et Nouria restent seuls avec leur portable comme seul moyen de communication. J'ai commencé à appeler tous les militaires de carrière que je connaissais. Daniel trouve le téléphone de son officier avec lequel il a servi dans l'armée. Durant les 5 heures suivantes, Yoni, c'est son nom, sera le seul contact avec l'extérieur et le seul espoir des 30 personnes qui sont réfugiées derrière le tank. On voit ici Daniel, en short, diriger les combats, le téléphone en main et le casque sur la tête, donnant les ordres d'après les informations qu'il reçoit de Yoni par téléphone. On cherche pendant 10 minutes et on ne trouve pas de munitions. J'aperçois un de nos soldats mort et je me tourne vers notre Seigneur Tout-Puissant et lui dis « Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu as provoqué tout ça. On m'a toujours dit de ne pas essayer de comprendre des décisions divines, ni de les juger. Mais je continue et lui dis « Ce soldat est mort pour toi, pour protéger ton peuple. Et ces jeunes femmes là-bas, qui sont allongées sous le tank, ce sont tes propres filles qui vont mourir, pas les miennes. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, alors maintenant je rentre dans le char et tu vas me donner des munitions et nous sauver. » Tout en parlant, je me souviens que souvent les soldats combattants, lorsqu'ils partent au combat, mettent dans leur ranger une pièce de monnaie pour faire office de tournevis. Et dès que je soulève la jambe du soldat mort, je trouve son arme. Maintenant, les deux frères et les civils autour d'eux ont une mitrailleuse et un fusil d'assaut. Mais les armes s'enrayent et les terroristes n'arrêtent pas de tirer. Il nous faut absolument de l'huile pour les armes. Où y a-t-il de l'huile? Dans le tank. Et donc il faut que quelqu'un y retourne. Mais les terroristes n'arrêtent pas de tirer des missiles RPG et des rafales dans notre direction.
Puis je vois de nombreuses jeunes femmes qui sont là, et je me dis qu'elles ont souvent de la vaseline pour leurs lèvres. Je demande si l'une d'elles en a, et en effet, l'une d'elles mangeait un petit tube. Au lieu du miracle de Hanouka, c'était le miracle de la vaseline. אין לך עוד תחמושת? יש לי רק אקדחים. אקדחים במד. אז לא לירות. תקשיב, אני חייב לסגור פה. אני רוצה להביא את האוטו לפה, תחתור לי את זה. שיהיה לי הגנה. אתה יכול לעזור לי בזה? 3, 2, 1, תן מכת אש! אש! נריאס, קו נמוך! אתם מזהים אויב בעיניים? שוטרות! תסתכל לי בעיניים רגע. אני צריך שתשים לעין על העטיפים. כל 60 שניות כדור. יוני, הולכים לי פה בפזורות. שיהיו חזקים, תחזיק את כולם חזק, תגיד להם שהאוגדה בדרך אליכם, מגיעים אליכם כוחות. אני חושב שאני רואה הרבה מחבלים. אליכם אני נלחם פה, יש לי פה 30 אזרחים. תגיע אליי זריד עם כל פג, ומי ששדל להפעיל את הטנקים. אני על הציר בכביש רעים. יוני, מה קורה עם הצבא? למה אין לי פה את כל חיל האוויר באוויר? הם בדרך אליכם. מה זה בדרך אליכם? אני שומע לתשובה כבר 40 דקות, אני מרגיש במטרה הבית הלבן. איך הגיוני? כל הסרטים שלי מתגשמים לי מול העיניים. תקשיב, כולם כבר יודעים את המיקום שלכם, זה רק עניין של זמן. תחזיק את האנשים. זה עניין של זמן, כדור כל 60 שניות, אתם לא מוותרים להם ואין חטופים, שרבי. Noria gère le terrain. Son frère Daniel est au téléphone avec le commandement et tout en parlant, celui-ci donne les premiers soins aux nombreux blessés graves, dont le nombre augmente autour de lui rapidement. אני מרגיש עדיין דופק. אנחנו צריכים לסגור לזה שוב. יותר חזק, כן. אני יודע שזה כואב, זה המטרה של זה ככה. אחי, זה האופציה היחידה שלו. אתה, יש לך כוח בידיים, אתה תופס את זה חזק כמה שיותר, אוקיי? מה קורה איתך? הוא עדיין מדמם? יופי. למה פה אתה יכול לאבד את כל אדם בגוף? יש לי 5 במצב שמתדרדר. Yoni, accompagné de quelques hommes, essaye de rejoindre les frères Charabi sur le terrain. Sur leur chemin, ils doivent se battre contre de très nombreux terroristes. שרבי, יורים עליכם? מגד, סתם גד, שיהיה בהצלחה. כמה זמן אתה אצלי במיקום מדויק? אנחנו בערך 12 דקות אצלך. רגע, קיבלנו ירי. מבט! מאיפה יורים עליכם? שוכבים 360 מעלות, מבטים לשם! חזר עלינו האש, יוני. הם מהשיחים נראה לי שהם קרובים אלינו ממש. שרבי, יש עוד הרבה מחבלים בשטח, שרבי. מריה, לא יצא ככה! Au début, j'ai vu des gens courir là où il y avait la rave. Je pensais que c'était des civils. Mais quand j'ai regardé avec les jumelles, j'ai vu que c'était des terroristes qui couraient vers nous. Ils avaient des roquettes RPG. שלא יקטרו אתכם כדור כל 60 שניות. שיראו שאתם חיים. לא, אתה, שב פה אתה. ביי! כדור כל 60 שניות! אקדחים לא לירות. אנחנו... האוגדה בדרך אליכם, תחזיק אותם שם. Les heures passent et Yoni se rend compte d'un autre drame. אבא שלי נהדר. אבא שלי, אני לא יודע איפה, הוא יצא לאסוף את אחותי לפני 2 ולא ענה. En route pour Reim, Yoni va reconnaître la voiture de son père, assassinée sauvagement par les terroristes, dès les premières minutes de l'attaque. En attendant, autour du tank, le combat continue. אני לא מזהה, אף עליהם איזה כיוון, ירי של RPG, באוויר, אלכסונית אליי. בוא לפה מייק, בוא, יש לי פה RPG אליי. בוא נטפטף עליו אש רגע, בוא לפה, תריץ אותו אליי. À un moment donné, tu vois le groupe d'arbustes là-bas ? Il y a au moins une 30aine de jeunes qui sont sortis de là-bas et qui ont commencé à courir vers nous. Et ils commencent à tomber, touchés par balles, les uns après les autres.
Pour nous, il était clair que nous allions mourir dans les prochaines minutes, mais on ne savait pas comment. Il tire un RPG, au fusil, et de façon incroyable, comme par miracle, la roquette ne te touche pas. Pendant les premières heures de l'attaque, il y avait tout le temps des cris de jeunes femmes qui étaient blessées par les tirs de Kalachnikov, et j'essayais de rester détaché de tout cela pour pouvoir agir. La seule chose que je devais faire, c'était continuer à me battre. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose m'a attiré dans le tank. À l'instant où je rentre sous le tank, explose une roquette RPG, et je sens que je suis touché et que je perds du sang. Mais grâce à l'adrénaline, je ne sens rien du tout, aucune douleur. Daniel demande à tout le monde de se taire et crie à tout le monde que ceux qui veulent se battre se battent. Ceux qui peuvent s'occuper des blessés, qu'ils le fassent. Que tous les autres fassent le schéma Israël et Shira Hamalot à voix haute. Commencez à prier. Même les 2 musulmans, les 2 bédouins qui étaient avec nous ont commencé à prier avec nous. Tout le monde s'est mis à prier le ciel ensemble. Écoute, je peux te promettre que dès que nous avons fini de prier, les coups de feu ont cessé, les gens ont commencé à arriver et nous aider. L'armée n'est arrivée sur place qu'en début d'après-midi. C'est seulement lorsque nous sommes sortis d'ici et que nous avons commencé à rouler sur la route que nous avons pris conscience de toute l'horreur. En roulant, on voyait les véhicules calcinés, les corps sans vie, jetés par terre. Et là, on n'a pas compris. Quoi, le pays entier a été attaqué? On peut vous appeler la force Sharabi. Vous avez sauvé le tank et tous les gens qui étaient autour. Oui, j'entends que les gens disent que nous sommes des héros. Vous êtes des héros. Je ne le pense pas vraiment. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Les seuls héros sont nos frères qui seront morts ici. Eux sont des héros. Comme Itai, notre cousin. Il y avait avec nous un paramédic du nom de Liron Barda, paix à son âme. Ses amis l'ont supplié 3 fois de suite de partir avec eux, et elle a refusé parce qu'elle préférait rester ici pour s'occuper des blessés et sauver les gens qu'elle pouvait encore sauver. Ces barbares ont tué tous les médecins et les secouristes. 2 autres, des soldats couraient avec un brancard. Eux non plus n'ont pas voulu quitter les lieux. Ils ont tous les 2 été assassinés par les terroristes. Un était de Douvdevan et l'autre était parachutiste. Et là, c'est Youssef Ohana avec le sac de premier secours. Il est otage à Gaza car il n'a pas voulu se sauver. Il a décidé de rester et de s'occuper des blessés. Voilà, c'est sur ces notes d'espoir également qu'on se quitte. Très bonne soirée à vous sur i24 News. Merci à Nathalie, merci à Sarah et à toute la régie. Merci également à Chani d'avoir été avec nous pour cette 1h30 de défense sur i24 News. Bonne soirée.